C'est notre 4e table ronde de la journée. On va parler de parcours de soins augmentés. L'excellence des traitements en France, elle est reconnue aujourd'hui. Et peut-être maintenant l'accent est venu le moment est peut-être venu de porter l'accent sur le parcours de santé dès l'entrée dans les soins, mais aussi à la sortie des thérapeutiques actives. Alors pour en savoir plus sur ces parcours de santé, voici quelques images. Le parcours de soins est un cheminement qui démarre lors de la suspicion initiale d'un cancer et qui s'étend jusqu'à la fin des traitements et dans l'après-cancer et au-delà. Et ce parcours embarque différentes dimensions qui sont autant d'éléments essentiels à un bon accompagnement du patient. Il y a par exemple la reconstruction chirurgicale, la gestion éventuelle des séquelles, l'accompagnement des proches aidants du patient tout au long de leur parcours, l'accès pour tous aux soins de support reconnus et puis également la gestion de la transition vers la fin des traitements et des réinsertions sociales, embarquant notamment le retour à l'emploi ou à la vie étudiante. C'est vraiment un parcours élargi et puis il faut aussi comprendre que les lieux de prise en soins se sont aussi élargis. On n'est plus uniquement en intra-hospitalier et aujourd'hui, lorsque cela est possible, les traitements du patient peuvent être pris ou administrés à son domicile, sur son lieu de vie. Et donc c'est l'ensemble de ces différentes dimensions qui constituent ce qu'on peut appeler le parcours de soins augmentés. Et c'est ce parcours élargi qui constitue pour l'Institut national du cancer une vraie priorité pour la seconde moitié de la stratégie décennale. Comme beaucoup de gens, j'étais très impatient. J'avais l'impression qu'il fallait aller très très vite. Et j'ai eu rapidement un rendez-vous avec un radiothérapeute. Et c'est lui qui m'a annoncé le détail à la fois de la gravité ou du caractère sévère de ce cancer et des traitements qui allaient être mis en place. L'entrée dans le parcours de soins s'est faite très très rapidement parce que il y avait une urgence. Donc en fait, au mois de mars, j'ai été opérée d'une mastectomie. Ensuite, j'ai suivi le traitement de chimiothérapie, radiothérapie et puis actuellement hormonothérapie. Il existe un lien établi entre retard au diagnostic et perte de chance. La détection précoce des cancers est donc un élément essentiel pour assurer les meilleures chances de succès des traitements. Accélérer le diagnostic et accélérer l'entrée dans les soins sont donc des enjeux essentiels. C'est pour cela que l'Institut national du cancer et le ministère de la Santé ont décidé d'élaborer conjointement une feuille de route d'entrée dans les soins autour de ces enjeux. L'importance de l'aidant, c'est à la fois de nous aider à comprendre. On a beaucoup d'informations, donc il faut réussir à assimiler toutes ces informations. Et il faut dire qu'on a aussi un brouillard mental, cognitif. On a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc c'est vrai que l'aidant a toute sa place, à la fois pour nous accompagner, donc des gestes du quotidien. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de neuropathie post-traitement. Donc je lâchais les objets, donc on a essayé de trouver des solutions aussi ensemble. Pour la conduite, voilà, on a essayé plein de choses. Et c'est vrai que les regards de différents aidants, donc là, et famille et mon compagnon, m'ont permis en tout cas d'avoir une meilleure qualité de vie. Les aidants sont vraiment des piliers tout au long du parcours de soins du patient. Ils interviennent auprès du patient à la fois comme un soutien moral. Ils sont aussi en appui dans le cadre des démarches du quotidien, des démarches administratives, et puis également dans le cadre de la coordination des soins. Il faut savoir que les aidants cancer, pour un tiers d'entre eux, ne se reconnaissent pas comme tels. Il faut aussi comprendre que le parcours des aidants cancer est assez spécifique puisqu'il est très fragmenté et il peut nécessiter assez rapidement, dans l'urgence, une implication très très importante de l'aidant sans qu'il ait la possibilité d'anticiper et de s'organiser à l'avance, ce qui rend ce rôle d'aidant particulièrement intense et difficile. Face à ces enjeux, et afin de soutenir et accompagner au mieux les aidants, l'INCa a mis en place l'Observatoire des aidants, qui regroupe l'ensemble des parties prenantes du champ de l'aidance afin de co-construire une feuille de route qui réponde le mieux aux besoins et aux enjeux des aidants cancer. J'ai rencontré le chirurgien qui devait s'occuper de moi, qui m'a présenté plusieurs options et il m'a proposé la reconstruction par DIEP.
C'était un peu difficile parce que les tissus étaient déjà beaucoup abîmés par la radiothérapie. Mais encore une fois, j'ai été bien encadrée par le personnel soignant parce que j'ai eu une longue hospitalisation et j'ai finalement devenu leur patiente préférée puisqu'ils venaient régulièrement me voir dans ma chambre pour me motiver, pour me remonter le moral, pour me rassurer que tout allait bien et que l'opération en elle-même s'était très bien passée et que maintenant, voilà, c'était juste le suivi avant de me laisser rentrer chez moi. Le traitement des cancers peut parfois nécessiter le retrait partiel ou total d'une région anatomique du corps du patient. Et dans ce cadre-là, il peut être nécessaire d'envisager par la suite une reconstruction chirurgicale. Cette chirurgie reconstructrice est une étape importante du parcours de soins du patient. Elle peut lui permettre de se réapproprier une partie de son corps, mais aussi de rétablir une fonction, de réapprendre certains gestes de la vie quotidienne, de réapprendre à se déplacer par exemple. Et dans ce cadre-là, l'INCa a souhaité tout d'abord réaliser un état des lieux de l'accès à reconstruction. Et l'idée est notamment par la suite et dans le cadre de la deuxième feuille de route, de pouvoir travailler autour d'un parcours d'accès à la reconstruction. Pour les séquelles, donc c'est vrai qu'il y a eu une équipe pluridisciplinaire, notamment auprès des douleurs. Donc un médecin de la douleur a pu m'accompagner sur des douleurs résiduelles post-chimiothérapie, avec l'accès en fait à de nouvelles thérapies, donc notamment donc pour les douleurs avec plutôt une stimulation du nerf vague tous les jours, une demi-heure. Donc aujourd'hui, on est à 1 an et demi de traitement, donc ça va beaucoup mieux au niveau des douleurs. Et après, il y a tout le côté, je dirais, plus intimes des séquelles, où là je peux bénéficier effectivement d'un accompagnement plus précis de la sphère intime avec de la photobiomodulation ou des injections d'acide hyaluronique. 5 ans après le diagnostic d'un cancer, 2 patients sur 3 déclarent souffrir de séquelles. Les séquelles peuvent se manifester immédiatement au cours du parcours, mais aussi assez tardivement dans le parcours. Il faut comprendre que les séquelles se définissent par le fait qu'elles perdurent durablement, voire définitivement dans le temps, et qu'elles affectent de manière importante la qualité de vie des patients dans leurs différentes dimensions, donc à la fois physique, psychologique, sociale ou socio-économique. C'est pour cela que la détection précoce, la prise en soin le plus rapidement possible et le suivi des séquelles sont des enjeux importants. À la fin des traitements, il y a une certaine libération de se dire c'est derrière soi. Il y a toujours après un doute, il y a toujours une peur de récidive. Surtout que moi j'en ai eu 2, 3, donc voilà, il y a toujours cette peur. La période de transition entre la fin des traitements et le début de la phase de surveillance et de suivi à plus long terme est vraiment une période charnière qui est souvent vécue par les patients comme un moment de fragilité. Le dispositif de fin de traitement a vraiment pour vocation de venir accompagner au mieux cette période, renforcer et sécuriser cette phase du parcours de soins en accompagnant au mieux le patient dans les différentes dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans cette optique, l'Institut national du cancer a travaillé un référentiel qui vise à définir les modalités de mise en place d'un dispositif de fin de traitement. C'est vraiment une première marche. L'idée par la suite est de pouvoir accompagner au mieux le déploiement de ce dispositif. C'est un suivi très complet. C'est pas simplement 3 minutes ou 10 minutes. On se voit en général, donc tous les 4 mois, au moins 1 heure. Ce qui permet d'aborder de très large la vie quotidienne, les difficultés éventuelles. Ce suivi à long terme, il englobe tous les aspects. Des trucs d'une banalité folle comme est-ce que vous avez encore de l'appétit, est-ce que le traitement ne vous fait pas trop de douleur, etc., etc. Pour moi, le suivi à long terme, c'est ça aussi. C'est prendre en compte l'individu dans sa totalité. À distance de la fin des traitements, les personnes atteintes d'un cancer, quoique guéries, peuvent avoir besoin d'un accompagnement au long cours. Ce suivi à long terme doit être personnalisé. Il dépend à la fois de l'âge du patient, du type de cancer ou encore de sa localisation. Il doit être organisé pour être le plus efficace possible, mais aussi pour être le moins contraignant possible pour le patient et pour être non anxiogène. Ce suivi à long terme doit être pensé avec le patient et pour le patient. Peut-être qu'on peut applaudir à la fois ces messages et les patients
qui se sont exprimés. Voilà, on va donc parler de parcours de soins, parcours de santé augmenté avec le docteur Emeline Colomba, Julie Poujon et Léa Moukanas. Parfait. Alors, on va s'intéresser en particulier à deux aspects très précis du parcours de santé. D'abord avec vous, docteur Emeline Colomba. Avec vous, on va aller du côté de la France ultramarine. Et les populations de la France ultramarine sont des populations qui sont spécifiquement visées par la feuille de route en tant que cible prioritaire. Avant cela, je voulais vous rappeler, vous qui êtes dans la salle, vous qui nous regardez par Internet, alors vous dans la salle d'abord, vous pouvez poser vos questions et vous avez sur votre petit badge un QR code qui vous permet de poser vos questions. Il suffit de le prendre en photo avec votre téléphone et vous allez pouvoir poser vos questions à notre panel. Et vous qui êtes à distance, vous avez sous la vidéo un petit champ qui vous permet de poser vos questions. J'en reviens à vous, docteur Colomba. Donc, oncologue médical, chef de service d'une unité qui s'appelle OncoFANM. C'est comme ça que vous prononcez ? Alors, il y a OncoFam et OncoRapido. Ah oui, d'accord. On parle d'abord OncoFam. Donc, OncoFam, c'est donc au CHU de la Martinique. C'est un service qui traite les cancers de la femme en Martinique. Et vous êtes aussi présidente du groupe UCOM. Oui. Et le groupe UCOM, c'est le groupe coordonnateur Unicancer Outre-mer. C'est un groupe de travail multidisciplinaire. Soutenu par l'INCa. Soutenu par l'INCa et qui est dédié à soutenir l'oncologie dans les DROMCOM. Et vous êtes aussi responsable médical d'un dispositif dont on parlera, qui est le dispositif OncoRapido. Je disais que l'accent a beaucoup été mis sur les traitements, le curatif, avec beaucoup de succès, beaucoup d'avancées. Et maintenant, on se dit il y a des choses à faire du côté du parcours de santé, et peut-être en particulier dans cette France ultramarine. Oui, alors l'oncologie, c'est une spécialité qui est un peu à part, qui doit se tenir à jour. Les patients vivent de plus en plus longtemps. On a aussi une augmentation de l'incidence dans plein de cancers. Et on l'a vu dans la vidéo, il y a vraiment un enjeu pour la détection précoce et la mise en route d'un traitement dès le début. Et dans les territoires ultramarins, c'est assez disparate. Il y a des territoires qui sont plus ou moins bien dotés, mais sur l'oncologie, il faut une équipe technique experte maintenant. Il faut des gens qui se spécialisent, il faut des plateaux techniques aussi innovants. Et dans certains territoires, malheureusement, les patients devaient partir pour se faire traiter avec le même niveau de qualité de soins qu'en métropole, pour avoir accès à certaines innovations. Ils devaient partir en métropole ? En métropole, parce qu'il n'y avait pas l'autonomie sanitaire sur le territoire. Ou alors, parfois, il y en avait qui faisaient le choix, en effet, de ne pas partir, de passer à côté de certains examens ou d'avoir des délais pour accéder à certains outils techniques. Voilà. Et donc, sur ces spécificités-là, on a voulu monter un groupe pour travailler, pour réduire les inégalités d'accès aux soins et aux innovations pour les patients avec cancer en Outre-mer. Donc, on va parler de ce groupe, et je veux bien que d'abord qu'on s'arrête vraiment sur la situation dans cette France ultramarine, dans ces territoires ultramarins. Il y a beaucoup à faire dans ces territoires. On est loin, souvent il y a c'est des populations qui ne sont pas très nombreuses. Je pense que déjà il y a des spécificités en termes épidémiologiques, et ça c'est important de le dire. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait cette loi sur le registre des cancers, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes incidences, on n'a pas tout à fait les mêmes taux de mortalité aussi. On se rend compte là avec les premières études que sur le plan biologique, ce ne sont pas non plus les mêmes maladies qu'on a. Et donc, c'était important qu'il y ait un focus. C'est pas les mêmes cancers. Certains sont plus oui, en fait, présents que d'autres. On a des données qui ont été publiées par les registres du cancer et encadrées par l'INCa, où, par exemple, on a des taux d'incidence très différents, des taux de survie différents. Je parle pour le cancer de l'endomètre parce que moi, c'est un peu mathématique. Et c'est vrai qu'on a des surincidences dans certains territoires ultramarins, comme en Polynésie, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. Et on a également une explication quelconque ou pas du tout ? Oui, probablement qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés. C'est des populations qui sont très exposées à l'obésité, mais l'idée, c'est aussi de voir s'il y a d'autres facteurs de risque et de comprendre pourquoi on a ces différences d'incidence, mais aussi de survie. Et on a aussi des taux de survie qui vont parfois jusqu'à 20 points sur des taux de survie à 5 ans dans le cancer de l'endomètre. Et qui vont jusqu'à 20 points, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors,
On a des taux de survie qui sont différents dans les territoires ultramarins, notamment dans le cancer de l'endomètre, où le taux de survie il est de 50% à 5 ans sur la Martinique et la Guadeloupe, alors qu'en métropole, il est à 75%. Et à La Réunion, il est à 65%. Et on ne sait pas aujourd'hui pourquoi on a ces différences. Est-ce que la biologie est plus agressive? Est-ce que c'est le parcours de soins? Est-ce qu'il y a du renoncement aux soins? Et c'est tout ce qu'il faut explorer aujourd'hui. Alors, le renoncement aux soins, par exemple, c'est par le parcours de santé qu'on pourrait, il faut aller récupérer les personnes, les emmener dans le parcours. Je pense qu'il y a déjà, il faut entendre que ce sont des territoires aussi où il y a des indices de précarité qui sont plus importants. Donc forcément, les personnes, elles sont déjà dans des difficultés de vie au quotidien. Donc d'aller les récupérer sur des dépistages ou d'aller consulter rapidement quand il y a des premiers symptômes, parfois c'est compliqué et on a objectivement des stades plus avancés de diagnostic de cancer, malheureusement, dans pas mal de territoires ultramarins. Et après, il y a aussi d'autres choses qu'il faut comprendre. Il y a le parcours, en effet. Sur certains territoires, il y avait certains outils qu'on n'avait pas. Par exemple, sur le TEP scanner, maintenant, on en a un en Martinique, mais pendant un certain temps, il n'y en avait pas. Dans la région, les patients devaient partir pour avoir un TEP scanner. Et partir où, en l'occurrence? En France, en Polynésie française, c'est pareil. Il n'y avait pas de TEP scanner. Les patients, ils faisaient 22 heures pour avoir leur TEP scanner en métropole, ou alors ils allaient en Australie via des conventions. Enfin, c'est tout ça qu'il faut entendre. Les gens, ils ont la double peine, ils ont l'annonce du cancer et parfois d'être traités loin de chez eux et loin de leur famille. Ah oui. Et donc il y a beaucoup à faire en termes de parcours de santé Alors il y a dans beaucoup ces à faire, mais on a fait beaucoup quand même. Il faut c'est le dire. justement ça. Alors maintenant, on va en venir à ce qui a été fait. C'est la création de ce groupe UCOM. Alors il y a ce groupe qui est né. Alors je pense que ce qui est important, c'est que le groupe coordonnateur Unicancer Outre-mer. Ouais, c'est un groupe de professionnels de santé qui aimaient les Outre-mer, qui travaillaient déjà dans les territoires ultramarins ou en métropole et qui partaient en mission, qui s'est un peu réunis. Et on a été soutenu par l'Unicancer et très rapidement aussi par l'INCa parce que, en tout cas, on était très connectés à ce qui se passait localement et du coup, on avait des propositions pour essayer de lever des freins à certaines difficultés qu'on avait remarquées. Et en même temps, on était aussi très proche de certaines ressources. Donc, on partage des dispositifs efficients, on travaille tous ensemble et on casse aussi l'isolement en se réunissant à des heures parfois un peu extrêmes en visio, mais on y arrive bien. Entre les uns et les autres, oui, selon quoi, oui, d'accord. Voilà. J'imagine. Et donc, groupe UCOM, les professionnels de santé dans ces territoires divers se mettent ensemble, se coordonnent, discutent, partagent des bonnes pratiques, je suppose. Partagent des choses qui marchent, se donnent des idées, s'encouragent. Par exemple Par exemple, ça peut être... à La Réunion, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont monté une espèce d'équipe mobile avec des soignants et des chercheurs en anthropo pour justement rattraper des patients. Chercheurs en anthropo. En anthropologie. Anthropologie, pardon. Et donc voilà, parce que sur certaines populations, on est aussi dans un contexte en Outre-mer où il y a des cultures particulières, il y a une histoire postcoloniale française et du coup, pendant longtemps, le soignant, c'est celui qui venait de métropole avec sa propre médecine et donc il y avait un rapport à la biomédecine qui était différent parfois pour certaines populations et aussi il y avait parfois aussi sur ce qui est du langage, des mots qui n'étaient pas bien entendus, pas bien compris et donc ils ont construit des espèces d'équipes d'annonces de médiation culturelle et donc moi j'ai trouvé ça assez génial pour rattraper des patients qui étaient freinés au début pour débuter des traitements de type chimiothérapie ou qui refusaient les traitements au début. Et donc ça, c'est des dispositifs qu'on se partage, mais aussi d'autres innovations. L'idée, c'est que je pense qu'on est plus fort ensemble et que bien que les territoires soient très éloignés, on se retrouvait avec des problématiques parfois similaires. Et donc voilà, on est très content d'avoir ce groupe et on est très content d'être soutenu par l'INCa. Bon, formidable. Le premier séminaire de l'UCOM a eu lieu en 2023, donc c'est tout récent. Et vous aussi, vous avez votre feuille de route, c'est ça ? Alors, c'est pas ma feuille de route, c'est la feuille de route de l'INCa. Mais c'est la feuille de route de l'INCa qui... D'accord. Non, mais du coup, c'était vraiment, je pense, pour les soignants des Outre-mer, pour les patients, c'était vraiment très précieux d'être assis à la table pour discuter et réfléchir ensemble. En plus, c'était très innovant. On avait un conseil interministériel des Outre-mer, il y avait des patients qui étaient là, il y avait des représentants des tutelles de santé et on a pu essayer d'élaborer vraiment un plan adapté aux spécificités locales parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a parlé tout à l'heure d'envoyer
des lettres pour le dépistage, mais dans des territoires ultramarins, il y a des endroits où il y a 40% des gens qui n'ont pas de boîte aux lettres. Ça marche pas d'envoyer des lettres comme ça. Pareil, il y a des verbatims qui touchent pas les patients, il faut les adapter en local. Il y a besoin en tout cas d'adapter les messages, que ce soit de prévention ou de traitement, ou de présentation des innovations aussi. Alors, il y a un dispositif très très concret là, que vous avez lancé depuis 1 an et que vous avez mis en place, qui s'appelle OncoRapido. Qu'est-ce que c'est que OncoRapido? Alors, je suis très fière de porter ce dispositif. En fait, en Martinique, on voulait vraiment répondre au défi du SIOM, qui était de réduire les délais de début de traitement du cancer. Et sincèrement, dans les territoires ultramarins, il y avait des endroits où il y avait vraiment des délais qui étaient trop longs, avec des pertes de chance pour les malades. Et du coup, il y a eu une très belle collaboration entre l'ARS Martinique et le CHU de Martinique pour penser une structure, mais qui est accessible à tous les patients du territoire, notamment sur le parcours ville-hôpital, mais aussi en intra-hospitalier et aussi disponible pour le privé. Et donc, c'est une structure qui comprend des soignants qui sont spécialistes de la cancéro, donc infirmiers de coordination, mais aussi oncologues. Et l'idée, c'est que dès qu'il y a un patient qui a un diagnostic de cancer, une forte suspicion de cancer, ou qui est perdu dans le parcours de soins, il y a une antenne géographique, une équipe qui le prend en charge et qui vérifie que le patient débute son traitement rapidement si c'est un diagnostic initial, ou retourne dans le parcours de soins s'il est perdu. Avec des équipes qui ne font pas juste la coordination, c'est des équipes aussi qui très vite vont faire de l'annonce, vont présenter les soins de support, vont être présentes du coup en réunion de concertation pluridisciplinaire pour vérifier que le patient est bien discuté et débute son traitement derrière. Et c'est aussi une équipe qui peut voir le malade s'il y a besoin de faire des annonces, même quand on n'a pas encore de diagnostic. La difficulté, c'était que les patients n'avaient pas un seul canal pour rentrer dans le parcours, ils arrivaient par les urgences, ils arrivaient par le spécialiste. Et il y avait des filières qui fonctionnaient très bien, j'en sais rien, les urologues pour le cancer de la prostate, ça marchait bien. Sur la céno aussi, ça marchait bien, mais sur d'autres filières, c'était compliqué. Et notamment, c'était compliqué pour les patients qui avaient des maladies avancées et qui n'avaient pas encore de diagnostic histologique, où les gens ne savaient pas comment se positionner, faire un début d'annonce et même de prescrire quel est le bilan. Donc nous, l'équipe spécialisée, elle sait et elle est assez à l'aise pour recevoir le malade et commencer à le préparer à l'annonce et vérifier surtout qu'il commence son traitement rapidement. Alors ça, c'est très original, je suppose, c'est d'avoir cette équipe qui est là, qui bien sûr peut faire du fléchage, peut orienter, etc., mais qui aussi fait une partie de la prise en charge médicale elle-même. Bah, tout à fait. En fait, à un moment donné, le patient, il a besoin, il a été vu par quelqu'un qui n'a pas récupéré forcément la biopsie, qui l'a vu une fois, et à un moment donné, il faut accélérer les choses. Donc c'est vrai que nous, l'idée, on est en appui, et quand ça fonctionne, on vérifie juste que le patient est bien traité. Par contre, quand ça cafouille, c'est qu'on est là et qu'on peut accélérer les choses. Et on a aussi organisé avec le CHU de Martinique et l'équipe du directeur SI des coupes-fils pour avoir des examens en urgence qui sont parfois difficiles à avoir, comme les IRM ou les choses comme ça. Et on a la chance d'avoir le TEP scanner aussi maintenant en Martinique, où on a des rendez-vous très rapides. Et vous avez vu plus de 1000 personnes en un an. J'ai noté vu plus de 1000 personnes, c'est pas juste... Non, ils sont, en fait, c'est les patients qui sont pris en charge par le dispositif. Oui, c'est ça. 1000 personnes par an, et du coup, voilà, des personnes qui sont un peu perdues dans le parcours. Là, on arrive à les je pense que orienter. les patients le disent, hein, c'est vraiment un réconfort. Déjà, ils appellent, ils ont quelqu'un qui les écoute, qui les rappelle pour vérifier qu'ils ont bien eu l'examen, qu'ils sont rentrés dans le parcours de soins. On a une antenne géographique aussi qui est financée par l'ARS, donc on peut les recevoir. Et par exemple, sur des patients un peu compliqués ou des patients qui vont avoir des cancers rares, qui vont de toute façon avoir besoin de partir, c'est pareil. On anticipe avec l'assistante sociale, on fait déjà la demande de transfert sanitaire. Et donc, ça raccourcit les délais, ça humanise aussi le parcours. Et il y a une satisfaction aussi des professionnels de santé, par exemple des généralistes de ville qui avant avaient du mal à faire traiter les malades vite. On prend en charge les malades et on les décharge aussi. Vous êtes assez connu, OncoRapido, ou vous avez besoin de notoriété encore? Alors, ça fait que 1 an. Alors, est-ce qu'on parle des choses qui sont difficiles maintenant? En fait, le problème, et je suis content qu'on en parle ici, c'est toujours comment est-ce qu'on valorise financièrement cette activité, parce que c'est des infirmiers de coordination et c'est beaucoup de consultations téléphoniques. Et donc ça, c'est pas simple pour le modèle financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une petite équipe, donc on communique, mais on a peur aussi parfois d'être submergé. Et l'idée, c'est que pour les filières qui fonctionnent, on aimerait que ça continue. Il ne faudrait pas que tout le monde se décharge sur le dispositif. Voilà, c'est ça. Vous m'avez dit, on ne peut pas facturer le travail des infirmières de soins de coordination, ce n'est pas prévu dans la T2A. Ah oui, mais on va laisser peut-être. Donc l'étude aiderait-vous, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un travail qui est énorme et on n'arrive pas à le valoriser, donc c'est une problématique.
Voilà, il faudrait 10 de ces infirmières, mais elles ne rapportent pas d'argent. En tout cas, sur la tarification actuelle, oui. Aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Bon, on va continuer. Alors voilà, c'était intéressant de faire ce focus avec vous sur cette France ultramarine dont finalement, nous qui vivons en métropole, voilà, c'est un peu, on sait, voilà, mais c'est un peu loin, etc. Et c'est une des cibles prioritaires de la feuille de route, absolument. Autre cible prioritaire, les Amoukanas, ce sont les AJA, les adolescents et jeunes adultes. C'est quoi, c'est 15-25 ans, c'est ça ? 15-25, nous on accompagne jusqu'à 30 ans. Ok, vous allez jusqu'à 30 ans. Et donc vous êtes fondatrice d'une association qui s'appelle l'association AIDA, qui a été créée voici 10 ans. Alors vous faites beaucoup de choses dont on va parler, mais l'une des choses pour qu'on comprenne, c'est notamment l'accompagnement pendant les traitements. Donc toujours l'accompagnement de ces AJA, de ces adolescents et jeunes adultes. Vous êtes, vous, présent dans 85 services hospitaliers. Vous avez des bénévoles dans ces hôpitaux, des bénévoles qui sont du même âge que les patients, ça c'est important. Il y a aussi 29 unités ou dispositifs pour AJA qui ont émergé. Donc on voit bien que vous êtes très spécialisé sur des publics comme ceux-là. On a vraiment besoin, pour ces jeunes adultes, d'avoir une manière de discuter avec eux, de faire de la prise en charge particulière. Il faut être spécifique. Oui. Tout à fait. Alors effectivement, vous avez redonné la mission d'AIDA qui soutient spécifiquement les adolescents et les jeunes adultes qui font face au cancer. Vous l'imaginez, un jeune qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui apprend qu'il a un cancer, le cancer à cet âge-là, c'est plus qu'une maladie, c'est un coup près qui vient mettre un terme à cet élan qu'on est censé avoir à cet âge-là. C'est l'âge des premières fois, c'est l'âge où on a nos premières expériences, on va être dans nos études, dans le début de notre vie professionnelle, dans le début de notre vie affective, dans le début de notre vie sexuelle, et on nous apprend qu'on a un cancer et on va passer les mois qui suivent à l'hôpital. Et donc oui, pour répondre à la spécificité de ces jeunes, tant sur le plan médical que psychosocial, il y a des unités qui se sont montées et qui ont été largement, et je pense qu'on peut aussi se féliciter aujourd'hui de toutes les avancées qu'il y a pu y avoir ces dernières années pour les AJA et de tout ce qui a été soutenu aussi par l'INCa et porté par GoAJA et par les associations de patients et par les patients, de la naissance de ces dispositifs et de ces unités dédiées sur le territoire et qui permettent finalement d'accompagner les jeunes au quotidien. Donc on est partenaire, nous, de ces 29 dispositifs sur le territoire. Et puis on est aussi partenaire des services, puisque vous avez dit qu'on était partenaire de 85 services qui sont des services adultes, qui peuvent aussi accueillir des AJA pour être en capacité de les accompagner aussi dans ces services. Avec, voilà, donc c'est des services pour adultes qui accueillent des AJA, et puis vous êtes présent avec des bénévoles pour les aider, les accompagner, etc. L'objectif d'AIDA, c'est de faire en sorte qu'avant d'être malade, un jeune reste un jeune. Et donc tout ce qui peut exister et tout ce qui est coupé en fait quand on tombe malade puisse continuer à exister malgré la maladie. Donc on soutient ces 27 dispositifs AJA, et puis on est aussi présent dans les autres unités, effectivement. Donc ça, c'est pendant le traitement. Mais là où vous vous êtes d'abord développé, c'était sur l'après-cancer. Vous, association AIDA, c'est votre mission la plus développée, l'après-cancer. Et pourtant, quand vous avez créé l'association il y a 10 ans, on vous regardait, vous dites, l'après-cancer, c'est vraiment si important, c'est ça ? Alors, oui. Il y avait un peu de scepticisme. Je ne sais pas s'il y a eu du scepticisme, mais en tout cas, il y a 11 ans, c'est vrai que quand on a accompagné les premiers jeunes, le retour des jeunes et le retour qu'on nous fait encore aujourd'hui, c'est que la période d'après-cancer est tout aussi difficile, voire pour beaucoup de jeunes, plus difficile. On a apporté une étude avec Ipsos, on a interrogé 230 patients et 197 professionnels de santé, qui est sortie en avril dernier, et autour de laquelle il y a un consensus. Vous avez 65% des jeunes qui vous disent « la période d'après-cancer, pour moi, est plus difficile que la période pendant les traitements ». Alors, il y a peut-être beaucoup de personnes ici pour qui c'est évident, oui. Mais il faut peut-être expliquer. Pour ceux pour qui c'est pas évident, il faut peut-être l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe pendant le cancer et qu'est-ce qui se passe après le cancer ? Pourquoi est-ce que l'après-cancer est vécu comme, finalement, d'une certaine manière, plus difficile que les traitements, que la période de traitement ? Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les patients. On en a entendu certains dans cette vidéo. Il y a beaucoup de jeunes qui vous disent qu'à la sortie des traitements, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que vous avez cette espèce d'épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, qui a été mentionnée dans la vidéo d'une certaine manière. Et puis ensuite, vous
vous avez finalement, vous sortez la tête de l'eau et puis vous avez toute votre vie à reconstruire versus une injonction de la société qui vous dit c'est terminé. Tu peux tourner la page, maintenant t'es guéri, c'est bon, on avance, et youpi, et c'est la suite. Et en plus, là, on est un peu seul, alors que pendant les traitements, on était très accompagnés, entourés, on avait des rendez-vous, on avait une vie structurée par les soins. Exactement. Et l'étude, en fait, est assez intéressante parce qu'elle montre que le cancer a un impact sur tous les pans de la vie des jeunes et qu'en fait, cet impact, il va ressortir forcément au moment de l'après-cancer, parce que pendant les traitements, vous êtes quand même la tête dans le guidon. Et donc, ça a un impact à plein d'endroits. Vous avez 8 jeunes sur 10 à la sortie des traitements qui disent qu'ils ont au moins un besoin non pourvu. Et vous avez 63% de ces jeunes pour des raisons financières. Donc, accès à un psychologue, par exemple. Vous avez un jeune sur 2 qui déclare ressentir... Vous disiez que 80%, c'est ça votre tête de chiffre de 8 sur 10, qui n'ont pas eu d'accompagnement à la sortie, pas de soins de support. C'est à ça que vous faisiez référence? Exactement. Ouais. Vous avez un jeune sur 2 qui déclare ressentir un grand vide à la sortie des traitements et qui présente des symptômes associés à l'anxiété ou à la dépression. Et puis, vous avez quand même 40% des jeunes qui a dû arrêter ses études ou perdu son job 40%. Pendant les traitements ou juste à la sortie. Et donc, tous ces volets-là sont des chantiers qu'il faut absolument accompagner à reconstruire. Donc ça montre vraiment l'importance de cette mission qui est la mission de l'après-cancer. Et vous avez créé un programme, ça c'est un peu votre programme phare, Highway to Health. J'aime beaucoup le jeu de mots parce qu'on pense à la chanson d'ACDC, Highway to Hell, donc autoroute vers l'enfer. Non, là c'est autoroute vers la santé. Bien joué. Et alors, en quoi est-ce que ça consiste, cette autoroute vers la santé? On a passé une très bonne soirée le soir où on a trouvé le nom. Alors, on a effectivement créé plusieurs programmes chez AIDA, notamment sur le volet de l'après-cancer. Ce programme Highway to Health, il a un objectif, c'est proposer finalement un SAS à la sortie des traitements pour les jeunes. Donc, comment on construit ce SAS? Évidemment, on ne dit pas aux jeunes, on a une pancarte, viens, on va t'accompagner sur ton après-cancer, parce qu'on n'en aurait pas beaucoup. Mais on a créé finalement un programme sous forme de week-end. En fait, si vous voulez le visualiser, c'est un mélange de festival géant avec 300 patients qui sortent de traitement et dans lequel vous allez avoir plus d'une quarantaine d'activités qui vont être proposées. Une présence aussi de professionnels de santé et psychologues qui vont être sur place. Sur plusieurs week-ends. Sur plusieurs week-ends. Vous avez un grand week-end. Vous connaissez très bien, vous ne cherchez pas un job d'apporteur d'affaires de Highway to Health? Je peux. Vous avez effectivement plusieurs week-ends. Un grand week-end qui ouvre finalement ce programme-là, dans lequel vous avez à peu près 300 patients et aidants, puisque chaque jeune peut venir avec un aidant de son âge, et donc qui participe à ce programme. Et puis ensuite, vous avez plein de petits week-ends tout au long de l'année qui vont, eux, être plus proches du domicile du jeune. Et donc, c'est un programme qu'on a lancé il y a 8 ans. Le tout premier, il y avait effectivement une vingtaine de patients qui en ont bénéficié. Et grâce au bouche à oreille, grâce à l'engagement aussi des professionnels de santé avec nous qui ont cru à ce programme-là et qui l'ont fait rayonner, aujourd'hui, en 2026, il y a plus de 600 patients qui vont en bénéficier. Et depuis la création, plus de 1650 au total. 600 personnes vont bénéficier en 2026, oui. Mais 1500 depuis 8 ans. Donc oui. Là, vous avez une montée en puissance considérable. Tout à fait. Ouais. On augmente. Là, l'idée, c'est d'ouvrir 300 places supplémentaires tous les ans et demi. Ah oui, 300 places supplémentaires tous les ans et demi. Et donc, dans ces week-ends, il y a 40 ateliers différents. Vous pouvez nous donner un exemple, des exemples d'ateliers? Alors, vous avez des ateliers assez classiques que le monde associatif présent dans la salle et les professionnels de santé connaissent bien, donc des ateliers de soins de support, des ateliers de socio-esthétique, des ateliers aussi de partage d'expérience. Et puis, vous allez avoir des ateliers qui vont aussi faire des pas de côté qui sont intéressants. On a de plus en plus de professionnels de santé hyper motivés qui viennent porter des ateliers. Donc, on a des ateliers sexo, on a des entretiens aussi sur des questions qu'on peut avoir sur le volet gynéco. On a aussi des psychologues qui viennent animer des ciné-débats et permettre aussi de libérer la parole un peu différemment. Et en fait, ce qui est assez intéressant et ce que ça permet, c'est que des jeunes qui peut-être étaient un peu plus réticents à parler de leur vécu du cancer ou un peu plus réticents à être accompagnés sur ce volet de l'après, vont aussi exprimer des besoins dans le cadre de ce programme-là. Et donc, on a, grâce au soutien notamment de la Ligue contre le cancer, 3 professionnels qui sont présents avec nous à l'occasion de ce week-end-là et qui vont ensuite orienter les jeunes, soit directement vers les dispositifs AJA dans les régions, soit vers les Ligues contre le cancer qui peuvent aussi proposer des choses localement. Magnifique. Donc, Highway to Health. Et c'est 700 heures d'accompagnement qui sont proposées
à chaque jeune, c'est ça que vous me disiez ? Oui, en fait, le week-end, la somme des sessions d'accompagnement font 700 heures par jeune. Oui. 700 heures par jeune d'accompagnement qui sont proposées, c'est absolument considérable. Alors on a encore plein de choses à se dire, hein, mais on va continuer avec vous, Julie Poujon. Vous êtes chef de service adjointe à la directrice générale de la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, au ministère de la Santé. Notre sujet, c'est le parcours de santé augmenté. Comment est-ce que vous le définissez, ce parcours de santé augmenté ? Alors ça fait très futuriste, mais c'est maintenant en fait qu'il faut y aller. Et par ailleurs, ça peut faire peur. Hein. L'objectif, c'est pas de se dire que la maladie dure plus longtemps et donc l'accompagnement doit durer plus longtemps, mais bien de changer notre façon de raisonner sur la prise en charge de la maladie, d'ailleurs d'aller bien au-delà de la maladie, on vient de l'évoquer, de s'assurer qu'on ait des dépistages les plus précoces possibles et qu'on accompagne les personnes, puisqu'à un moment elles ne sont plus malades, donc elles ne sont plus nécessairement patientes, mais qu'on accompagne les personnes, y compris dans l'après-maladie et donc dans leur suivi, leur reconstruction en termes de parcours de vie. Voilà la définition du parcours augmenté, même si ce terme est un peu barbare. Et donc je disais qu'on a peut-être beaucoup porté l'accent ces dernières décennies sur l'efficacité des traitements avec de magnifiques succès. Et maintenant, le moment est venu de s'intéresser. Il y a un besoin là qui apparaît du coup parce que finalement, on a de plus en plus de personnes qui vivent avec la maladie ou qui sont en rémission ou ce genre de choses-là. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'accompagnement. Oui, au-delà de l'aspect traitement stricto sensu, mais ce que les témoignages ont montré, ce que mes camarades de cette table ronde ont très bien décrit, le besoin des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec le cancer, il va au-delà du traitement stricto sensu de la maladie. Ça a tout un tas d'incidences, on l'a vu, sur la vie, sur la construction, sur sa capacité à avoir une vie professionnelle, etc. Et donc, la personne doit être prise dans cette globalité. Ce qu'on voit aussi, ça a été dit dans la vidéo, ça a été redit par Amine, plus on prend précocement la maladie, meilleures sont les chances. Et donc, il faut qu'on aille vraiment du tout début, c'est-à-dire du dépistage, qui va, y compris sur la formation de nos professionnels de santé, ceux qui ne sont pas des spécialistes du cancer, hein, sur comment détecter les signaux et comment, dès le début, orienter et prendre en compte ces signaux, jusqu'à l'accompagnement post-maladie dans tous les aspects, y compris les aspects sociaux. Vous le savez, on a dans ce pays tendance à raisonner de manière cloisonnée, donc on a très longtemps raisonné sur un champ sanitaire stricto sensu, la santé, et en fait on voit bien que c'est des maladies qui ont une incidence sur la vie, et la vie ça se traite aussi dans le domaine social, entre guillemets, dans le domaine professionnel, et donc il faut qu'on arrive à raisonner de manière décloisonnée sur ces aspects-là, et c'est ce que fait d'ailleurs, je tiens à saluer, parce que c'est le travail qui a été fait dans le cadre de la feuille de route, voilà, le travail qu'on a construit avec l'INCa, il s'inscrit dans cette logique, et qui a encore une fois été très bien illustré par les deux interventions et la petite vidéo précédente. Voilà, il y a eu un travail remarquable de fait sur l'outre-mer et il faut le souligner parce que... Justement, voilà. Je voulais vous poser la question. On a eu deux oui. exemples tout à fait concrets et particuliers sur deux populations cibles. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux exemples, des actions de l'UQOM, de la maison AIDA ? Ça reflète la nécessité de prendre en compte la diversité des situations. De l'association AIDA. Vous avez fait un spoil. Voilà. Oui, c'est ça, l'association AIDA. La nécessité de prendre en compte la diversité des patients et la diversité des territoires. On a une spécificité ultramarine qui a été assez bien décrite. On a aussi besoin d'objectiver d'ailleurs une partie des raisons de cette spécificité. Hein, et on le verra dans le fait de se doter de données, y compris en termes de délai d'accès. Hein, on va pouvoir progresser aussi sur le pourquoi des spécificités, sur l'action sur les leviers qui permettent éventuellement de réduire, on l'a vu, certaines incidences, et puis aussi sur la réponse à adapter en fonction des territoires ou en fonction des profils, puisque finalement on a une spécificité territoriale, on a une spécificité. C'est pas la même chose de vivre le cancer en étant adolescent ou jeune adulte que de le vivre en étant une personne âgée, et donc pour chaque âge de la vie, il faut qu'on arrive à anticiper les spécificités qui nécessitent des accompagnements personnalisés. Et
Encore une fois, je pense que ces exemples montrent très bien que les différents axes de la feuille de route, qu'on soit au moment du diagnostic et du dépistage, qu'on soit sur la manière de prendre en charge autrement, notamment avec le développement du domicile, pour éviter des hospitalisations qui sont aussi des ruptures de vie pour les patients, qu'on soit au moment des soins de support ou qu'on soit sur l'après-traitement, il faut qu'on puisse tenir compte de la spécificité des territoires, des populations, des patients, qui n'ont pas tous les mêmes besoins et pas tous les mêmes réalités d'incidence de la maladie sur leur vie. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est présent dans la feuille de route, quand on s'intéresse à la question du parcours de santé augmenté, c'est le développement d'alternatives à l'hospitalisation. On souhaite qu'il y ait davantage d'alternatives à l'hospitalisation. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui, techniquement, organisationnellement? On doit pouvoir augmenter ça? C'est possible parce que d'abord, on a évolué les modalités de traitement. Donc vous avez une partie maintenant de chimiothérapie qui sont des chimiothérapies orales, qui évidemment se prêtent beaucoup plus à un traitement à domicile. Donc c'est sous forme orale, donc c'est des comprimés ou c'est compris. Voilà. Mais ce n'est pas la seule forme de chimiothérapie qu'on peut réaliser à domicile, puisqu'on peut aussi avoir des traitements de chimiothérapie injectable à domicile, mais évidemment ça s'accompagne. Donc vous avez un cadre d'hospitalisation à domicile qui existe, qui permet effectivement à un patient d'être suivi pour son traitement à domicile. Il faut, et c'est ce que la feuille de route décline assez bien, il faut qu'on arrive d'une part à clarifier effectivement quels sont les types de prises en charge qui peuvent être faits à domicile, à sécuriser évidemment ces prises en charge, à les développer, puisqu'on le voit aujourd'hui, on a probablement une capacité d'hospitalisation à domicile qui peut monter en charge pour le traitement de chimiothérapie et qu'il faut qu'on arrive à accompagner. Il y a une expérimentation qui a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale il y a 2 ans qui est en train de monter en charge et qui vise effectivement à augmenter cette capacité de prise en charge à domicile. On le voit là aussi, c'est un vrai enjeu de qualité de vie pour les patients qu'il faut absolument qu'on arrive à développer. Et puis, on va avoir un sujet aussi de formation de nos professionnels. Ce n'est pas complètement évident de suivre un patient à domicile pour des professionnels de santé qui ne sont pas habitués à prendre en charge ce type de patient au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille et c'est un axe qui est présent aussi dans la feuille de route. Alors, il y a des questions qui vous sont posées. Par exemple, j'en avais vu une. Il y en avait une sur les personnes handicapées. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour réduire les inégalités d'accès aux dispositifs de prévention, dépistage, parcours de soins cancer pour les personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel, physique, intellectuel? Les personnes handicapées, c'est l'un des publics cibles aussi prioritaires ciblés dans la feuille de route. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, l'objectif, c'est au-delà du malade, c'est d'aller chercher les besoins spécifiques des personnes et donc de tenir compte effectivement du fait qu'on a un peu comme on peut l'aborder sous d'autres angles, on a des populations qui sont spontanément plus éloignées du soin avec des difficultés d'accès, des difficultés de trouver par ailleurs les équipements qui permettent de les prendre en charge. Et ça nécessite qu'on regarde la problématique d'un point de vue plus global et qu'on agisse progressivement sur l'intégralité des leviers. Donc ça passe à la fois, là aussi, par beaucoup d'informations, de pouvoir orienter les personnes très précocement dans le bon parcours, et là, en l'occurrence, de tenir compte de la spécificité de leur situation pour les orienter dans un parcours qui est adapté. Ça va évidemment, à la fin, passer aussi par des moyens qui vont permettre d'avoir, par ailleurs, des équipements et des équipes qui sont présentes partout pour réduire ces inégalités d'accès. Ça passe aussi par un recensement de ce qui existe en pratique sur le terrain et de réussir. On a un problème en France aussi qui est qu'il faut qu'on arrive à donner en visibilité où existe l'offre et où existe l'offre quand elle répond à un besoin spécifique pour pouvoir effectivement orienter à la fois que les professionnels puissent orienter leurs patients dans les bonnes filières et puis que les patients puissent avoir accès à cette information. Léa Boukanas, il y a une autre question qu'on voulait vous poser. Vous avez indiqué que vous étiez présent, vous aviez des accords avec 85 établissements de santé. On vous demande des exemples de projets concrets. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces établissements de santé ?
Alors effectivement, en fait avec ces établissements de santé, on porte l'ensemble des actions d'AIDA, c'est-à-dire d'être en capacité, donc les 4 missions d'AIDA, la première d'intervenir au quotidien et d'organiser des visites de bénévoles pour remettre du lien de pair à pair dans les hôpitaux, et c'est à la fois important dans les dispositifs et dans les unités AJA, et à la fois important quand vous avez un jeune qui est seul, qui a 27 ans, qui est seul dans un service et qui va d'autant plus bénéficier d'avoir d'autres jeunes de son âge qui viennent lui rendre visite. On a tout ce qu'on peut proposer sur le volet de l'après-cancer, donc Highway to Health, et on a aussi une formation qu'on a lancée avec Sciences Po qui s'appelle l'Académie des adolescents et des jeunes adultes, et qui est une formation, j'en vois certains hocher la tête, donc vous aviez dû y orienter certains jeunes, qui est une formation dont l'objectif c'est de faire de l'expérience de la maladie une expertise pour améliorer le système de santé. Et donc à ce titre-là, on forme une quinzaine de jeunes par an, c'est 6 mois de formation cumulable avec une vie étudiante ou professionnelle, pour les former aussi à quoi exactement à faire de leur expérience de la maladie une expertise pour améliorer notre système de santé. On appelle les patients partenaires. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Et donc, il y en a beaucoup qui ensuite vont se réengager dans l'hôpital dans lequel ils ont été soignés, d'autres qui vont s'engager dans des associations, d'autres qui vont s'engager auprès de RH d'entreprises pour travailler sur les questions de réinsertion aussi dans le monde de l'entreprise. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les hôpitaux sur la question aussi de l'information qu'on peut diffuser auprès des jeunes. Il y a à peu près 50% des jeunes chez AIDA qui nous connaissent par le biais des réseaux sociaux, et 50% qui nous connaissent par le biais des hôpitaux. Et ça, on l'explique aussi parce qu'il y a une partie des jeunes qui échappent aujourd'hui aux dispositifs qui sont dédiés aux jeunes. Et donc, on va aussi travailler avec ces hôpitaux, à la fois pour être en capacité d'informer les jeunes patients et de leur diffuser finalement les bons messages en travaillant avec les professionnels de santé, mais aussi pour rendre visible l'ensemble de ces dispositifs et de ces unités AJA qui aujourd'hui apportent un accompagnement indéniable aux patients au quotidien et qui ont besoin de plus de visibilité, de moyens et d'extension sur l'ensemble du territoire. Vous demande, Dr Colomba, s'il existe des cancers endémiques, des cancers vraiment propres aux Outre-mer. Je n'ai pas l'impression, on en a discuté un peu tout à l'heure. Non, c'est les mêmes cancers que sur le territoire. Ce qui est variable, c'est l'incidence et la mortalité sur certaines localisations. Exactement. Peut-être si vous m'autorisez à répondre à Bien la question. sûr, je vous en prie. Parce que tout à l'heure, Émilie posait la question du financement, notamment de ces infirmiers de coordination. Alors, certes, aujourd'hui, ce n'est pas valorisable dans le cadre du financement à l'activité, puisqu'en fait, on ne valorise pas l'activité dite externe, c'est-à-dire d'infirmiers qui interviendraient auprès de patients qui ne sont pas hospitalisés. En revanche, c'est valorisable par d'autres moyens dans le dispositif de financement, donc on pourra peut-être en rediscuter, voilà, mais notamment par les objectifs de santé publique qui peuvent tenir compte d'un certain nombre d'actions qui sont déployées par les établissements, y compris en dehors de leurs murs, entre guillemets, et donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute, mais ça n'est pas sans espoir. Alors dites-moi concrètement, quel genre de dispositif pourrait financer ce... Avec une dotation en fait, qui viendrait valoriser cette action, qui est une action de projection en fait, de l'hôpital sur son territoire, à l'extérieur de ses murs, au profit de patients qui ne sont pas nécessairement des patients hospitalisés, donc qui ne sont pas dans les murs de l'hôpital. C'est une dotation de l'État ? Et c'est une dotation de l'assurance maladie. Vous savez, les établissements de santé, ils sont financés par l'assurance maladie. Mais c'est une dotation de l'assurance maladie, oui, qui existe. Alors, cette dotation, elle existe. Après, elle a différentes composantes. Ce qu'il faut regarder, c'est dans la composante qui vient valoriser les actions en matière de cancérologie, comment on prend en compte ce type de démarche pour en faire une brique de financement. Voilà. Vous avez des choses à vous dire, ça tombe bien. Et je pense que sur ce sujet, de façon générale, il y a une vraie demande aujourd'hui des patients de voir comment on peut penser des lieux qui sont en dehors de l'hôpital et pour les associations ou les professionnels qui les portent, de voir comment on peut penser leur financement. Et nous, à ce titre-là, on est en train de travailler à un projet de maison AIDA et donc de tiers-lieux de santé des jeunes et d'après-cancer chez les jeunes, qui est un lieu qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Et là, qui vous va êtes en train de nous parler de la maison AIDA. Tout à fait. Encore un autre projet, un autre programme, si je puis dire. Qui est un lieu dont l'objectif sera d'accueillir des patients à la sortie des traitements pour proposer un accompagnement, mais aussi de travailler avec les acteurs hospitaliers pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes accompagner dans ce lieu. En fait, de créer un espace dans lequel les jeunes ont envie de venir et de faire venir le soin à ces jeunes dans ces espaces sur la période d'après-cancer et d'en faire un tiers-lieu qui est ouvert sur la ville. Et j'en parle parce qu'en rebondissant aussi sur ce que vous dites, il y a une vraie demande des patients, il y a aussi une vraie demande des professionnels de santé, et c'est une des questions qu'on a posées aussi dans l'étude Ipsos dont je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir avoir des espaces
non pas qu'il ne soit pas à l'hôpital, mais qu'il puisse être la continuité finalement de l'hôpital. Et pour nous, acteurs associatifs, et pour les professionnels de santé qui les portent, il y a aussi des questions sous-jacentes sur leur financement et sur la façon dont on est en capacité de le pérenniser. Alors, on n'avait pas signalé le nombre de cas de cancer chez les adolescents et jeunes adultes, 2300 chaque année, donc chez les 15 à 25 ans, avec un taux de survie à 5 ans de 85%. Une autre question, on vous demande, on voudrait vous entendre sur la gestion des séquelles. Quels sont les différents leviers qui peuvent être activés pour limiter les séquelles et mieux les prendre en charge? C'est pour moi. Peut-être, les séquelles. Oui, mais là aussi, effectivement, voilà, on a à la fois les soins de support. Donc là aussi, vous le savez, il y a évidemment les soins de support, le pilier socle historique qui existait avec des soins en matière de douleur. Ça, évidemment, on est sur on va dire les conséquences immédiates et les plus manifestes de la maladie, mais donc la douleur, la nutrition, j'en oublie, évidemment les incidences psychologiques, on y reviendra peut-être, mais vous avez aujourd'hui un vrai besoin qu'on arrive à accompagner les incidences sur la santé mentale de la maladie, et puis la prise en charge sociale, on l'a dit, familiale, professionnelle, sur l'incidence sur la vie. Donc ça, c'est les soins socles. Ça a été complété récemment, à la fois par 5 nouveaux soins de support complémentaire et 2 techniques de prise en charge de la douleur. Donc évidemment, l'activité physique adaptée, dont vous avez tous entendu parler, mais qui fait partie aussi de la prise en charge de la maladie, l'hygiène de vie, le soutien aux proches aidants. On l'a vu aussi dans la vidéo, c'est une dimension très importante de l'accompagnement, la prévention, enfin la fertilité, les sujets de fertilité et de troubles de la sexualité. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ces soins de support, les patients puissent y avoir accès. Voilà, dans la gestion aussi de l'après et des séquelles, il faut qu'on ait là aussi, je pense, d'abord une équité d'accès sur le territoire, donc on vérifie que ces soins puissent être présents et là aussi qu'on documente où est-ce qu'ils sont présents et donc qu'on sache où est-ce qu'il faut encore les développer, et ensuite qu'on arrive à orienter les patients pour leur accès et leurs bénéfices. Et donc ça aussi, c'est prévu dans la feuille de route, il y a tout un axe sur cette dimension pour pouvoir accompagner à la fois les séquelles de la maladie et encore une fois l'après-traitement. Et docteur Colomba, on a parlé de ce sujet de financement. Il y a un autre sujet pour vous qui limite un peu votre action, c'est le fait de ne pas avoir assez de personnel formé à vos activités. Oui, alors je pense que la cancérose, ça devient assez complexe. Les patients vivent de plus en plus longtemps, les traitements deviennent assez complexes. Enfin, même nous, c'est challenging pour nous. On doit se former chaque année, les référentiels bougent très très vite. Et c'est une bonne nouvelle, on guérit de plus en plus de malades. Et même au stade très avancé, les gens vivent longtemps. Toute la contrainte maintenant, c'est d'avoir des gens formés, experts, notamment dans des territoires où on sait que la démographie médicale parfois est un petit peu sous-dotée par rapport à la métropole, je parle pour les territoires ultramarins, et de se retrouver finalement avec des petites équipes qui ne peuvent plus être des oncologues généralistes, mais qui doivent devenir assez spécialisés. Et c'est finalement tout ce problématique de la formation continue, le fait que voilà, il faut qu'on soit plus nombreux. Et donc c'est vrai qu'on a proposé notamment avec l'INCa une réserve sanitaire de professionnels compétents en oncologie pour aller soutenir des territoires qui parfois sont un peu sous-dotés, pour que les équipes puissent absorber la file active qui monte parfois dans certains territoires, rester à un certain niveau en allant se former pour rester avec un bon niveau de qualité des soins, et qu'on n'ait pas, comme on a eu à certains moments, des ruptures de soins avec des petites équipes qui craquent parce qu'ils sont 2, il y en a un qui se casse un pied, l'autre qui s'en va, et on a eu des territoires où à un moment donné, il n'y avait plus d'équipe, quoi. Donc c'est tout ce qu'on essaye d'anticiper aujourd'hui, notamment via cette réserve sanitaire. Et cette réserve sanitaire. J'avais une autre question pour vous, Léa Moukanas. Oui, on se disait qu'on avait plus de facilité à toucher des personnes qui étaient assez à l'aise financièrement, culturellement, qui avaient fait des études. C'est plus difficile de toucher des personnes plus isolées, plus paupérisées, etc. Est-ce que vous, à l'association AIDA, par exemple, dans vos week-ends, vous arrivez à embarquer des personnes qui, justement, ne sont pas CSP+? Oui, carrément. Et je pense que ce que vous dites, c'est valable pour les jeunes, mais c'est valable pour toute population confondue. Et effectivement, l'avantage de nos week-ends, c'est que comme
pour certains jeunes, c'est une façon de mettre des mots sur la maladie. Pour d'autres jeunes, c'est des vacances gratuites. Et donc, quand c'est des vacances gratuites, c'est sûr que vous attirez des jeunes qui viennent de partout et de tous milieux sociaux, ce qui pose d'autant plus le sujet, parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Il peut y avoir des situations extrêmement compliquées, des jeunes qui dorment dans leur voiture post-traitement. Il peut y avoir aussi des situations intrafamiliales extrêmement difficiles qui vont ressortir à l'occasion de ces week-ends. D'où l'importance aussi de travailler avec les professionnels de santé et qui puissent être présents pour ce week-end pour être en capacité de faire quelque chose de ce qu'on nous partage dans cet espace particulier, qui est une transition de l'hôpital et une transition vers la vie d'après, mais qui nécessite quand même d'être accompagné. Ouais. Bien sûr. Peut-être si vous me permettez de revenir sur vos 2 dernières questions. Sur la formation des professionnels, on a un vrai enjeu et l'ultra-spécialisation, compte tenu effectivement des progrès. On a quand même aujourd'hui des moyens technologiques qui peuvent nous aider, alors à travers effectivement la téléexpertise et des formes d'assistance à distance, on va dire, et notamment quand on est sur des territoires éloignés, il faut réussir à capitaliser sur ces outils pour rapprocher l'expertise, entre guillemets, des territoires. Et puis on a l'IA, alors ça peut faire un peu tarte à la crème, mais quand même, ça devrait aussi permettre de dégager du temps médical en facilitant un certain nombre à la fois de choses qui sont des tâches administratives, mais sur lesquelles les soignants passent encore du temps et donc il faut réussir à les alléger, mais aussi en aidant, on le voit sur certains cancers, en aidant à la pose du diagnostic, en facilitant entre guillemets la pose du diagnostic. Et donc il faut qu'on s'appuie évidemment sur ces technologies pour réussir à redégager du temps soignant et réussir à effectivement améliorer la communication et l'accès à l'expertise, y compris quand les médecins sur place ne sont pas forcément ceux qui ont cette expertise. Donc ça, il faut capitaliser. Et la dimension sociale, elle est présente quand on parle de cancer, mais elle est présente quand on parle d'accès aux soins. Les populations précaires sont des populations qui sont éloignées du soin. Leurs préoccupations, on l'a dit tout à l'heure, leur préoccupation première, c'est pas leur état de santé, ils ont d'autres préoccupations immédiates plus importantes, et par ailleurs ce sont des populations qui sont éloignées des messages de prévention. Donc en réalité, si on ne va pas les chercher, tout ce qu'on peut construire, tous les outils de communication qu'on peut créer échouent à aller chercher, puisque effectivement, là encore, leurs préoccupations quotidiennes prennent le pas sur ces messages de prévention. Donc il faut qu'on ait des dispositifs qui permettent de rompre avec cet éloignement. Et on l'a dit, c'est probablement des choses qui sont très spécifiques à ces populations. Et c'est là aussi où on a besoin que les équipes se projettent en dehors de leurs murs pour aller vers ces populations. Voilà, donc on a vu des exemples dans la France ultramarine avec les jeunes, des choses très concrètes qui se mettent en place pour améliorer les choses, et puis cette prise de conscience autour de l'importance du parcours de santé. Écoutez, il me reste à vous remercier, Madame Poujon, Léa Moukanas, et Dr Emile Pont. Merci à vous.